Simon Nicoletti pour la suite aplasie médulaire HPN. Donc je vais reprendre la suite pour les aplasies médulaires HPN avec un travail qui a été encadré notamment par Flore Sicre et par Régis Peffot de la Tour. Je vais donc passer tout de suite aux travaux. Le premier travail est une présentation orale qui s'est intéressée par un travail des Japonais à la trajectoire clonale dans les aplasies médulaires, avec cette question à l'échelle unicellulaire des mécanismes d'échappement qui permettent aux clones d'échapper à la réponse auto-immune dans ces aplasies médulaires. Techniquement, ils ont classé ces mécanismes d'échappement dans 3 grandes catégories. Une première catégorie associée à la perte des allèles HLA à risque de reconnaissance par les lymphocytes cytotoxiques, que ce soit par des mécanismes de perte d'hétérozygosie ou de disomie uniparentale. Une deuxième catégorie qui est l'émergence de clones HPN et une troisième catégorie liée à l'émergence d'une hématopoïèse clonale avec les mutations habituellement décrites dans ce contexte-là. Leur question a été de savoir si à l'échelle unicellulaire on retrouve de façon concomitante plusieurs de ces mécanismes d'échappement. Pour ce faire, ils ont utilisé, je vais passer rapidement sur la technique, mais des techniques de réel single cell avec à la fois des expressions membranaires de protéines par des anticorps couplés à des oligos qui sont ensuite séquencés, en même temps qu'un panel de gènes maison qui comprenait plus de 20 gènes séquencés et plus de 40 marqueurs membranaires ainsi étudiés. Leur conclusion, qui est issue de travaux qui concernaient 11 patients atteints d'aplasie médulaire adulte, 11 patients pédiatriques et 7 patients avec des cytopénies réfractaires, c'est que ces mécanismes d'échappement sont retrouvés dans des clones distincts. Un même clone n'a pas d'intérêt, si je puis dire, à acquérir des mécanismes d'échappement qui abordent ces différentes voies de façon concomitante. Ils se sont posé une question en termes de fonctionnalité, c'est une question préliminaire. On peut schématiquement envisager 2 choses. La première chose, c'est que les mutations ou les mécanismes acquis permettent de résister à la réponse auto-immune, ou d'autre part, permettent d'acquérir un gain en fitness, c'est-à-dire en prolifération ou en survie des clones concernés. Pour ce faire, ils ont utilisé un surrogate marqueur indirect qui est l'expression du CD34 par les clones en question, et ils retrouvent un niveau d'expression plus élevé du CD34 qu'ils associent sans élément d'étude fonctionnelle à un bénéfice en fitness potentiel des clones concernés. Donc c'était une étude assez intéressante sur ce point de vue-là. Toujours du côté des Japonais, un deuxième travail également présenté à l'oral s'est intéressé au génotypage HLA et à la survie post-allogreffe chez les patients atteints d'aplasie médulaire, avec cette question de savoir si on pouvait déterminer certaines combinaisons d'allèles HLA associées à un pronostic meilleur ou moins bon chez les patients greffés dans le contexte de l'aplasie. C'est une étude nationale de registre qui a porté sur 874 patients allogreffés entre 2006 et 2020 au Japon pour des aplasies médulaires acquises chez des patients de plus de 16 ans. Ils ont identifié un classifier HLA composé de 5 allèles qui sont listés ici. Et ce qu'ils ont observé, c'est que lorsqu'il y avait l'absence de ces 5 allèles chez les patients allogreffés, on avait une survie qui était moins bonne, y compris lorsque, en analyse de sous-groupe, on regardait si ces patients avaient été greffés en première ligne ou avaient reçu des traitements immunosuppresseurs préalables, et cet allèle classifier qu'ils ont testé, qu'ils ont challengé sur les allogreffes dans d'autres hémopathies ne ressortait pas de façon significative. Les limites de l'étude, c'est que c'est une étude purement observationnelle, il n'y a pas de mécanisme derrière qui permet d'élucider le mécanisme sous-jacent chez ces patients-là, et l'autre limite qu'ils ont également souligné, c'est que c'est une cohorte uniquement japonaise, surtout sur des études de type génotypage qui méritent et qui suppose une confirmation sur des cohortes internationales. Toujours à l'oral, cette fois-ci sur un travail qui regroupait à la fois les déficits immunitaires et les aplasies médulaires. C'est un travail du Brésil qui s'est intéressé chez les patients atteints d'aplasie médulaire, à 86 patients avec des aplasies médulaires ou des HPN, à la présence de variants dans des gènes décrits dans les déficits immunitaires, avec comme approche initiale, comme postulat, de dire que certains déficits immunitaires se présentent initialement sur un volet plutôt d'auto-immunité et qu'il y a un certain nombre de déficits immunitaires sur lesquels on retrouve une insuffisance médulaire dès le diagnostic. Pour ce faire, ils ont utilisé donc un panel maison de 163 gènes. Ils ont ensuite identifié sur les variants qui sortaient des pathogénicités prédites par des scores via des logiciels, le logiciel ACMG. Et ce qu'ils identifient, c'est une surreprésentation chez ces patients de variants décrits dans des déficits immunitaires héréditaires conventionnels, avec 84% des patients qui présentaient des variants, avec en médiane la présence d'au moins 2 variants, très majoritairement des variants hétérozygotes.
La plupart du temps, ces variants étaient tout de même sur une pathogénicité de type VUS, donc indéterminée. Et on a ensuite ils ont ensuite essayé de déterminer les voies moléculaires associées à ces variants et quels étaient des éléments de pathogénicité, de physiopathologie prédite. Et finalement, on retrouve des choses auxquelles on s'attend. Dans les patients qui présentaient un phénotype plutôt d'aplasie médulaire, on se retrouvait avec des gènes associés plutôt aux voies de dérégulation immunitaire, tandis que chez les patients HPN, on avait plutôt des éléments associés à des atteintes de la voie du complément. Je continue avec 3 posters. Un poster assez intéressant par une équipe américaine qui a comparé les aplasies médulaires dans le contexte de séquence hépatite-aplasie versus des aplasies non-AHA. C'était une étude qui concernait des patients avec une étude à la fois phénotypique par cytométrie de flux et également par l'expression de 91 gènes sur un panel maison et de l'expression de cytokines par Luminex, une étude monocentrique américaine. Les grands messages qu'on peut extraire de leurs travaux avec deux groupes qui étaient globalement homogènes en termes d'âge de patients, ce que je présentais pas sur le haut du tableau à droite, mais qui était complètement comparatif de ce point de vue-là, c'est que dans les séquences hépatite-aplasie, lorsque l'on a un clone HPN, d'une part, c'est moins fréquent, et d'autre part, ce clone HPN est de taille moindre. En termes de mutations somatiques retrouvées, elles sont beaucoup moins fréquentes dans les séquences hépatite-aplasie, 14% seulement dans leur population versus 54% pour les patients non-hépatite-aplasie. Et lorsqu'elles sont présentes, ce ne sont pas les mêmes mutations, plus souvent Running Swan, JAK2 et DNMT3A, alors que dans l'autre groupe, c'est plutôt PIGA, BICOR et DNMT3A. Les profils cytokiniques, je vais y passer rapidement dessus, mais ils sont également différents dans ces deux groupes. Donc leur message terminal, c'était de dire que le mécanisme physiopathologique auto-immun dans ces deux pathologies est probablement distinct, avec des éléments à la fois phénotypiques et moléculaires qui suggèrent vraiment des maladies dont le mécanisme est distinct. Une étude assez intéressante également du Japon, un poster qui étudiait la comparaison des clones HPN chez des patients avec aplasie médulaire versus les clones HPN chez des patients non-aplasie médulaire qu'on peut retrouver dans la population saine à des fréquences moindres. Sans m'attarder sur la technique, ils ont trié, c'est pas du single cell à proprement parler, mais disons un enrichissement par cytométrie de flux avec 50 à 100 cellules qui sont ensuite séquencées par Sanger pour le gène PIGA, soit au niveau de la population de cellules qui n'expriment pas donc les protéines GPI ancrées de type granulocyte ou de type lymphocyte RT, dans le groupe aplasie ou dans le groupe individu sain. Ce qu'on retrouve, le message final, c'est que chez les individus sains, les mutations qui sont retrouvées dans les HPN granulocytes ou HPN lymphocytes RT sont déjà distinctes et ont un profil polyclonaux. Il y a plusieurs types de mutations et elles ne sont pas issues finalement de progéniteurs multipotents, mais plutôt de progéniteurs déjà engagés. Quand on compare les patients à aplasie médulaire, on retrouve plutôt un profil clonal, maximum 2 clones retrouvés sur les mutations du gène PIGA, et ce sont les mêmes mutations qui sont retrouvées dans les HPN de la population granulocyte et dans la population lymphocyte RT. Et enfin, pour terminer, la dernière étude concernait une approche d'intelligence artificielle pour distinguer les aplasies médulaires acquises des aplasies médulaires innées. C'est une étude londonienne qui a étudié de façon rétrospective une cohorte de patients, donc à peu près 600 patients sur 60 années, sur lesquels ils ont tourné par machine learning un certain nombre de variables à la fois cliniques et génétiques lorsqu'elles étaient présentes. Sur 60 ans, il y avait beaucoup de variables qui étaient incomplètes selon les patients. Et ils ont sorti de ça un classifier multiparamétrique qui ne détaille pas la composition exacte de ce classifier, mais qui leur permet de donner un poids finalement à certains paramètres cliniques ou biologiques plutôt en faveur d'une cause constitutionnelle ou plutôt en faveur d'une cause acquise. Ils ont ensuite validé de façon prospective entre guillemets sur une cohorte de 139 patients qui étaient déjà diagnostiqués chez eux leur classifier. Ils se retrouvent avec un classifier qui a une sensibilité de 100%, une spécificité de 96% et une R sous la courbe de 0,97. Donc finalement qui leur permettrait de gagner du temps lorsqu'on a un doute sur aplasie acquise versus innée avec des éléments assez facilement accessibles de type clinique. Allez, merci beaucoup, c'était super. Donc l'évolution clonale, c'est quelque chose qui excite beaucoup le milieu en ce moment, c'est-à-dire quand un malade a une aplasie médulaire, forcément il y a une pression immunitaire sur le peu de cellules qui restent, et donc il y a une évolution qui peut être soit maligne, MDS et LAM, soit PNH qu'on connaît bien, et maintenant on est en train de plus en plus travailler sur le HLA, la perte d'hétérozygosie, et penser aussi qu'il y a cette évolution-là, et donc c'est ce qui est en train d'être décrit par toutes les équipes. L'histoire déficit immunitaire, avec tout le respect que je te dois, je trouve que c'est plus
des VUS qu'autre chose, donc pour l'instant je resterai plutôt prudent. Après, sur l'histoire des PIGA, ça explique bien en fait qu'en effet, quand on fait des clones PNH à toute la population générale, on tombe sur des clones PNH, mais qui disparaissent très vite parce qu'en fait, la mutation est plus tardive et pas dans les cellules souches hématopoïétiques. Donc là, on le prouve, donc c'est très joli. Et enfin, l'intelligence artificielle pour essayer de différencier l'un et l'autre, c'est extraordinaire, mais ce qui est terrible, c'est qu'on tombe sur des choses qui sont complètement inconnues, EPO, pour aller faire la différence. Non mais, tu vois, enfin bon. Donc ça aussi, à prendre avec pincette, mais voilà. Merci beaucoup Régis. Je pense que tu peux sauter la diapo d'introduction pour passer directement à la suite scientifique. Un travail qui a été encadré par le docteur Julien Rossignol et le docteur Maël Eblig à Lyon. Des études, 4 études, je vais tout de suite attaquer avec une première étude qui s'est intéressée ce que je voulais dire. à la survie globale des patients atteints de mastocytose systémique indolente à partir de données de la littérature finalement assez opposées. Une première étude en 2009 dans Blood qui suggérait sur une étude monocentrique américaine pas de différence en survie globale par rapport à la population globale. Et puis 2 autres études postérieures, 2019-2020, qui elles suggéraient qu'il pouvait y avoir une diminution en survie chez ces patients de mastocytose systémique indolente, comparativement pour l'étude de 2019 aux mastocytoses cutanées et pour celle de 2020 à la population générale. C'était une étude danoise dans ce dernier cas-là. Donc leur approche a été de déterminer sur une population américaine, à partir d'études de registre, s'il y avait des différences en survie globale chez ces patients, avec un élément intéressant, c'est de distinguer dans les mastocytoses systémiques indolentes un sous-groupe qui avait un profil évolutif secondairement vers une forme avancée versus un sous-groupe qui restait sur une forme vraiment indolente. Le message clé, il figure sur cette diapositive. À partir de 8332 patients étudiés sur 7 ans et de données issues de données informatiques comparées à 3 cohortes contrôle, ils ont déterminé une diminution en survie globale chez les patients atteints de mastocytose systémique indolente. Une diminution qui correspond à un hazard ratio global de 1,70 et qui est confirmée, y compris lorsqu'on distingue les 2 sous-groupes que j'évoquais précédemment. Évidemment, dans les formes secondairement avancées, le hazard ratio est encore plus prononcé, 3,87, mais il reste significatif, y compris dans le sous-groupe de patients qui n'évoluent pas sur une forme progressive. Donc c'est une étude intéressante parce qu'elle répond à cette question-là, elle répond pas à une question qui est importante, c'est de quoi meurent ces patients. C'est une question qui a été évoquée a posteriori avec l'orateur et on n'a pas ces données à partir de données de registre qu'ils ont utilisées. La deuxième étude présente les résultats de phase 1 de l'essai Arbor qui évalue l'élénestinib. L'élénestinib qui est un inhibiteur de tyrosine kinase qui cible la mutation KIT D816V, une mutation qui a été précédemment validée d'un point de vue thérapeutique dans l'essai Pioneer publié dans le New England avec l'apratinib. L'élénestinib est donc un inhibiteur de nouvelle génération. L'idée, c'est un inhibiteur plus puissant, plus sélectif, comme d'habitude, avec un passage moindre au niveau de la barrière hémato-encéphalique. C'est une étude randomisée double aveugle contre placebo qui a évalué 3 doses avec 39 patients, 4 bras, 1 bras contrôle, 3 bras thérapeutiques. Une étude de phase 1, donc les données qui nous intéressent sont des données de sécurité, une médiane de traitement de 22 semaines chez ces patients et globalement des données très rassurantes, pas d'effet indésirable de grade 3 ou 4, pas d'effet indésirable sévère relié au traitement, pas d'effet indésirable responsable d'un arrêt de traitement. Même si c'est une étude de phase 1, on s'intéresse un petit peu quand même aux données d'efficacité. À 12 semaines de traitement, il y a 3 biomarqueurs qui sont habituellement utilisés dans les mastocytoses. C'est la baisse de la tryptase sérique, l'infiltration médulaire à la fois qualitative et quantitative de mastocytes, donc avec l'infiltrat quantifié de mastocytes, mais aussi de la VAF KIT D816V au niveau de la moelle. Et finalement, sur ces 3 biomarqueurs-là, on retrouve une amélioration dose dépendante. Et puis chez ces patients-là, ce qui est très important, c'est les éléments en termes de qualité de vie, donc avec un score maison qui était utilisé, qui s'appelle le score ISM-SAF, et ce qu'il retrouve, c'est une amélioration dose dépendante, même s'il faut quand même noter que dans le bras placebo, on se retrouvait avec une amélioration chez les patients sous placebo de 22% en utilisant ce score multiparamétrique. Dans le même ordre d'idées, un autre inhibiteur de tyrosine kinase avec la même approche, le bezuclastinib, même cible, un essai cette fois-ci de phase 2, randomisé en double aveugle contre placebo avec 2 doses, 100 ou 200 mg par jour, 20 patients, cette fois-ci 18 mastocytose systémique indolente et 2 formes smoldering. Données de sécurité qui sont également rassurante, 7 mois de traitement, il y a quand même un petit signal sur un arrêt de traitement pour une élévation des transaminases.
Et en termes de données d'efficacité, cette fois-ci, sur l'essai de phase 2, on a à nouveau une amélioration en termes de biomarqueurs, une amélioration en termes de qualité de vie qui est assez nette dans le bras traitement. Et de façon intéressante, dans le bras contrôle, lorsqu'il bascule dans la deuxième phase en open label sous bras traitement, on rejoint une amélioration qui est celle du bras traitement, donc qui suggère une bonne activité de ce médicament. À voir sur l'essai de phase 3, les mêmes biomarqueurs que j'évoquais précédemment sont aussi améliorés chez ces patients-là, donc à la fois sur l'aspect des marqueurs biologiques et sur l'aspect de la qualité de vie des patients. Et enfin, pour terminer, une étude du CEREMAST, une étude française qui s'est intéressée à l'évaluation de la valeur pronostique du score Mars chez les patients qui ont des mastocytoses avancées, c'est-à-dire des mastocytoses agressives, des mastocytoses associées aux hémopathies, notamment myéloïdes, et des mastocytoses de type leucémie à mastocytes. Dans ce groupe-là, l'idée c'était de déterminer la valeur pronostique chez les patients traités par midostaurin. Le score Mars, c'est un score qui a été publié dans le JCO et qui est validé avec 3 groupes de patients, low risk, intermédiaire et high risk, et qui tient compte à la fois de paramètres cliniques et de paramètres également génétiques, notamment les mutations de SRSF2, ASXL1 et Running Swan. Ce qu'a identifier le CEREMAST à partir d'une étude nationale rétrospective concernant 170 patients adultes, 46 formes agressives, 11 formes de leucémie à mastocytes et 113 formes associées aux hémopathies, c'est que finalement, avec le critère OMS du type de mastocytose et le score Mars, on arrive à identifier 5 groupes de patients dont le devenir en termes de survie sous midostaurin est distinct. À l'extrême le plus péjoratif, on se retrouve indépendamment du score Mars, juste sur la classification OMS avec l'évolution la plus défavorable pour les patients avec leucémie à mastocytes. Et à l'autre extrême du spectre, pour les patients qui ont des mastocytoses de type agressive mais low risk selon Mars, avec une survie globale qui est meilleure. De façon anecdotique, entre guillemets, c'était pas l'objectif de l'étude, mais tout de même, dans le groupe associé aux hémopathies, ils ont cherché à déterminer des facteurs qui permettaient de prédire la transformation leucémique, et finalement, dans les facteurs qui sortaient, c'était les anomalies cariotypiques et la présence aussi d'une hypertension portale ou d'acide chez ces patients. Voilà. Merci Simon. Donc Julien, 1 minute de commentaire, et puis parce qu'on a 20 minutes de retard, il y a quand même Johan Zadro qui mérite de restituer. Donc Julien, vas-y, le temps qu'on installe les... Déjà bravo Simon d'avoir réussi à raccourcir tout ça. Donc je pense qu'il y a 2 études qui étaient majeures, me semble-t-il, parce qu'elle a un impact dans la pratique de clinique quotidienne. C'est l'étude de Maël, donc présentée par Maël, où en fait dans le JCO ils ont fait des séries de 100 malades, là on a 170 malades, et on voit bien qu'il y a des sous-groupes de malades qui ne répondent pas à la midostaurin, et chez qui il faut probablement switcher précocement avant qu'ils progressent et qu'ils décèdent. Donc je pense que c'est un impact dans notre pratique clinique, et donc c'est une étude qui est importante. Et la deuxième étude qui est importante, c'est celle sur la survie des ISM, des formes indolentes. Parce que nous, quand on annonce une mastocytose systémique indolente, on dit vous avez une espérance de vie normale, au contraire des formes avancées, et au final, c'est assez convaincant, je trouve, parce qu'il y a quand même 3 cohortes contrôle, etc., qu'il y a une diminution de la survie globale dans les formes ISM. Alors il y a un sous-groupe qui progresse vers des formes avancées, ça on le savait, probablement que ça va jusqu'à 5%, et encore. Mais même une ISM sans progression, elle décède plus, et je pense que ça vient pas de l'anaphylaxie, mais probablement, je rebondis sur une étude qui a été publiée justement par Olivier Hermine en 2006, où il montrait que les malades avec forme indolente, ils avaient énormément de handicaps, un burden de la maladie, notamment avec des douleurs, des conséquences psychologiques, une atteinte également au niveau socio-professionnel qui est hyper importante, et donc très probablement qu'il y a des abus de toxiques dans cette population, il y a un isolement social, il y a des problèmes relationnels et professionnels, et ça on sait que c'est associé à la survie globale. Il y a des énormes cohortes qui ont été publiées, l'isolement social par exemple, ou l'abus de morphinique, c'est associé à la mortalité, donc probablement qu'il va falloir être attentif justement sur les causes de mortalité, et peut-être un peu plus traiter les malades qui ont les problèmes neuropsychiques. Merci beaucoup.